Certains poètes le décrivent comme une longue bande de terre semblable à un visage dont l'estuaire du fleuve serait le sourire. À l'extrémité occidentale de l'Europe, le Portugal est cette terre qui a longtemps suscité bien des convoitises. Pays de conquête et de reconquête, il fut aussi jadis le point de départ et de retour des plus grands explorateurs du globe. Et si le Portugal offre aux visiteurs le remarquable patrimoine culturel et religieux que son histoire mouvementée lui a laissé en héritage, c'est aussi sa formidable diversité naturelle qui fascine. Villes, paysages, atmosphère. Le Portugal est une terre de contraste, de chaleur, de sourire, que le voyageur découvre avec bonheur au son mélancolique du fado. Le Tage qui baigne la ville de Lisbonne est l'un des plus grands fleuves d'Europe qui ouvre sur l'Atlantique. Ce n'est sans doute pas un hasard si la capitale du pays fut bâtie dans son estuaire. Ce peuple, maritime et conquérant, eut très vite conscience d'un ailleurs lointain et prometteur à explorer. La Rua Augusta nous entraîne au cœur de la ville, dans la Baixa, la ville basse. Cette rue piétonne, délicatement pavée, date d'après le terrible séisme de 1755. À côté du superbe élévador de Santa Justa, construit par Gustave Eiffel, les ruines de ce couvent témoignent encore du drame. Même s'il est vrai que la catastrophe permit aussi d'insuffler à la ville un nouvel élan architectural, plus rectiligne et plus fonctionnel. Le 28, plus qu'un tramway, c'est un mythe. Depuis près d'un siècle, cet infatigable grimpeur sillonne les ruelles étroites du quartier de l'Alfama, avant de poursuivre sa route dans la capitale. Seule concession à la modernité, un poinçonneur automatique de tickets. Premier arrêt, la cathédrale, construite sur le site d'une ancienne mosquée. Son architecture particulière lui permettait d'être un lieu de culte autant que point de défense contre les nombreux envahisseurs qui s'en prenaient à la ville. Du Mirador Portas do Sol, le monastère de San Vicente domine l'Alfama, le plus ancien quartier de la ville, dont les pavés résonnent encore du pas des Romains qui allaient au théâtre, puis des morts s'en allant au hammam, et plus tard des croisés. La douce nostalgie des villes portugaises doit beaucoup aux azulejos, ces carreaux de faïence qui habillent de bleu les murs des églises et des palais. Le quartier est en pleine réhabilitation. Pour un peu, on se croirait au cœur d'une médina, dans un labyrinthe de ruelles au charme infini. Difficile d'imaginer parfois que l'on sillonne une grande capitale européenne. Nouvel arrêt, la Taverna del Rei. Au lieu du fado, on vient y dîner, bercé par ses airs mélancoliques. Le nom de ce chant qui parcourt les siècles sans perdre sa force vient des destins tragiques que chantaient marins et prostituées dans le port de Lisbonne autrefois. Sorti de l'ombre au début des années 1990, il séduit un nouveau public de passionnés. La tradition du fado est très forte à Lisbonne. Je suis dans l'Alfama depuis 37 ans et quand je suis arrivée ici, il n'existait que 2 maisons de fado. Et maintenant, elles sont nombreuses. Plus d'une quinzaine.
Le château Saint-Georges, plus connu sous le nom de Château des Morts, sa position dominante offre l'une des plus belles vues sur la ville et l'estuaire, et un accès privilégié vers les autres quartiers de la ville. Autre atmosphère, le Largo Trinidad Coelho, ce petit quartier récemment rénové, qui à l'exception du passage du tramway, aspire peu à peu à devenir piéton. Le Mirador San Pedro d'Alcantara coiffe une autre colline de Lisbonne et domine le Bairro Alto, autre quartier historique aux rues pavées et aux façades écaillées. Sous les arbres centenaires, autour des kiosques, on vient flâner, jouer aux cartes, une oasis de calme qui feint d'ignorer le tumulte de la ville. Mais le 28 s'aventure déjà dans le Bairro Alto vers le café Brasileira, une véritable institution lisboète depuis 1908. Dedans comme dehors, les discussions vont bon train, sous le regard attentif de la statue de Pessoa. Derrière les sourires, les visages d'origine africaine, brésilienne et d'autres horizons lointains évoquent aujourd'hui encore la fièvre exploratrice du peuple portugais. À Lisbonne, il ne faut pas confondre tramway et elevador. Cet alter ego funiculaire vient de faire peau neuve grâce au collectif artistique L'Art en Mouvement. Et les fresques de miroirs qui couvrent désormais ses flancs illustrent les rencontres du parcours. Le pont du 25 avril, qui surplombe le Tage depuis 1966, mène au Cristo Rei, modèle réduit du Corcovado de Rio de Janeiro. Depuis 1515, la tour de Belém semble défier l'envahisseur venu de l'océan. Cette tour d'échiquier, conçue par Francisco de Arruda, se trouvait à l'origine au centre même du fleuve. Mais le tsunami qui suivit le tremblement de terre de 1775 obligea à la déplacer. À Lisbonne, certaines réputations traversent les siècles sans concession. Celle des pastèches de la pâtisserie de Belém par exemple. Un succès que rien ne dément depuis 1937. Aujourd'hui encore, on traverse la ville pour venir savourer avec bonheur ces petits flancs à la crème sur pâte feuilletée, généreusement saupoudrés de cannelle et de sucre glace. Le monastère des Hiéronymites célèbre l'expédition de Vasco de Gama vers les Indes en 1498 et tous les marins qui ont fait la grandeur du pays. Histoire plus récente, l'exposition universelle de 1998 a modifié la physionomie de la capitale en l'entraînant vers l'art contemporain. Dans le Parc des Nations, le pavillon de la connaissance, l'Océanarium ou encore la gare d'Orient en témoignent. Le nouveau pont Vasco de Gama, inauguré 500 ans après la découverte des Indes, rappelle sur 17 km la grandeur de la nation portugaise. Les premiers monarques de Lisbonne ont vite compris que pour échapper à la chaleur étouffante de l'été lisboète, il suffisait de gagner Sintra, à quelques kilomètres seulement sur la côte atlantique. Ce lieu de villégiature des puissants surprend par l'architecture romantique de ces demeures cernées d'une végétation luxuriante. Ici, les écarts de température avec Lisbonne peuvent dépasser les 10 degrés en plein été. Ces murailles qui entouraient les palais d'été des rois du Portugal dominent toute la région et recèlent de trésors pour les archéologues.
On trouve ici des vestiges du néolithique qui datent de 7000 ans. Des vestiges d'un cimetière médiéval chrétien du XIe au XIVe siècle, ainsi que des vestiges maures et chrétiens. Le Palacio de la Peña est le monument le plus visité du pays. Le mari de la reine Marie II, Ferdinand de Saxe, avait engagé un architecte prussien pour construire cette fantaisie bavaro-manuéline où l'on passe des portes de style mauresque aux tours crénelées dans des tons citron et rose bonbon. Le cloître du couvent, lui, date du XVIe siècle et fut restauré par Don Fernando. Sa fontaine au milieu de la cour et ses mosaïques uniques d'inspiration espagnole et arabe évoquent le temps d'une halte, l'atmosphère d'un riad. Le roi Don Carlos et Amélie d'Orléans recevaient l'été leurs amis intimes dans ces salons mauresques. Le palais de Sintra suscite lui aussi l'étonnement du visiteur. Il fut érigé par les Maures et agrandi par le roi Denis à la fin du XIIIe siècle. À l'intérieur, comme autrefois, la fastueuse salle des cygnes accueille les banquets officiels. La grotte des Bains, plus récente, présente sur ses plafonds de savoureuses scènes galantes peintes en son temps par Giovanni Grossi. La salle des blasons n'a quant à elle rien perdu de son éclat, avec son plafond à caissons du XVe siècle et les armoiries de 72 familles aristocratiques. La cuisine d'un roi se doit à l'image de son pouvoir, de célébrer l'abondance et la bonne chère. Si l'on descend vers l'extrémité de cette petite péninsule, on atteint le Cabo de Roca, balayé par les vents, le point le plus occidental de l'Europe. Les plages du Portugal font la part belle au sport de glisse. Celle de Guinchou, dont les vagues et le vent font le bonheur des planches à voile, est une référence en la matière. Si Ericeira est plutôt réputée pour le surf, elle reste avant tout ce petit village de pêcheurs, dont les maisons de faïence bleue offrent un charmant refuge aux Lisboètes le week-end. On entre ici dans la région de l'Extremadura, qui possède les terres arables les plus riches du Portugal, mais aussi les plus occidentales. Une sorte d'extrême sud de l'Europe. L'envasement progressif de la rivière Arelio a éloigné le littoral de plus de 10 km des remparts d'Óbidos. On a du mal aujourd'hui à imaginer que le village veillait autrefois sur le trafic maritime.
C'est une forteresse construite par les Romains, puis magnifiquement transformée en ville par les morts, que découvre éblouie la reine Isabelle un jour de 1228 en arrivant ici. Le roi Denis décide alors de lui offrir la cité en cadeau de mariage. Une fortification impressionnante protège ce havre de paix, superbement restauré à l'identique après le désastre du tremblement de terre de 1755. La ville reste si bien conservée qu'elle postule au titre de patrimoine mondial de l'UNESCO. Comme un musée en plein air, les murs des ruelles sont ici couverts d'azulejos qui émerveillent le regard. Ils racontent l'histoire du pays, comme le mariage du roi Alphonse en août 1541, alors qu'il n'avait que 10 ans. Plus de 3000 personnes vivent encore dans ce cadre privilégié, classé monument national depuis 1951. Au Portugal, les pousadas sont d'anciens monastères ou couvents transformés en hôtels. Celle d'Óbidos fut la première créée. Elle ne possède que 6 chambres, mais tout offre une vue imprenable sur le village et ses environs. En cuisine, mijote la spécialité de la région, le fameux polvo à lagarero, poulpe grillé aux pommes de terre et aux poivrons. Car si morue et sardines sont les ingrédients traditionnels de la cuisine portugaise, poulpe et fruits de mer sont aussi très prisés et présents en quantité sur les tables du bord de mer. Agrémenté d'un simple filet d'huile d'olive, ce plat d'une simplicité rustique était le favori des maîtres de chais dans l'Algarve. Le XIIe siècle marque le début de la reconquête de la péninsule ibérique sur les musulmans. Une période pendant laquelle les grands ordres religieux chrétiens affirment leur pouvoir. La prise de Santarém est à l'origine de la fondation du monastère d'Alcobaça, un édifice emblématique du style cistercien. L'histoire retient aussi qu'Alcobaça abrita les amours tragiques du roi Pedro I et d'Inès de Castro avant qu'elle ne soit assassinée à Coimbra en 1355. Le cloître du silence évoque l'une des premières exigences de l'ordre cistercien, le vœu de silence. Si d'autres salles furent ajoutées plus tard, c'est le plus vaste cloître jamais bâti par cet ordre sous le règne du roi Denis. Mais rejoignons la côte et les plages qui font face à l'Atlantique. Ici, à Nazaré, les barques traditionnelles jadis tirées au sec sur la grève par des bœufs ont été remplacées par des tentes de plage très prisées des Lisboètes dès les premiers beaux jours. Si la condition féminine a connu un sérieux bond en avant en 1975, avec le droit de vote accordé aux femmes, les plus anciennes gardent un sens profond de la tradition, comme en témoigne leur habillement. Si l'on s'enfonce un peu dans les terres, on découvre à Batalha le monastère de Santa Maria de Vitoria, un édifice aux allures de cathédrale qui symbolise la naissance du royaume du Portugal en 1385. C'est ici que Don Alvarez Pereira et ses quelques 7000 hommes terrassa l'armée castillane forte de 30 000 soldats. La construction de cet ensemble flamboyant dura plus d'1 siècle et ne fut jamais totalement achevée. Des églises anglaises au style manuélin de son cloître, les moindres détails de ce chef-d'œuvre d'architecture racontent les influences qui inspirèrent ces architectes.
Mais c'est à l'intérieur qu'éclate plus encore la magie de ce lieu, où reposent Jean Ier et son épouse anglaise Philippa de Lancaster. À Tomar, le couvent-forteresse s'étend sur plusieurs hectares. C'est une véritable ville dans la ville que bâtirent les moines soldats avec ce château des Templiers, dont l'architecture présente une formidable synthèse de plusieurs époques. On devine à l'opulence des décors les fabuleux moyens financiers dont disposait alors l'ordre des Templiers, puis la milice du Christ. Sans omettre la finalité sacrée des lieux, l'exubérance du style reflète les expéditions commanditées par Henri le Navigateur vers le Nouveau Monde. Un peu plus haut vers le nord, sur la rive droite du Mondego, la première capitale du royaume, Coimbra. Dominant la ville, son université pluriséculaire est l'une des plus anciennes au monde et fut un important foyer de résistance pendant la dictature. La magie du lieu tient sans doute autant des superbes azulejos du XVIIe de la chapelle São Miguel que des peintures d'Angelo et des chinoiseries de son somptueux buffet d'orgue. Tout aussi splendide, la bibliothèque Joanina, bâtie à l'époque baroque dans une salle du Palais Royal. Ici, tout est fait pour préserver les quelques 200 000 ouvrages de ce lieu qui en compta jusqu'à 1 million. Des murs de 2,11 m d'épaisseur et de massives portes en teck forment ainsi un écrin à température constante, sans compter une salle climatisée qui conserve désormais les livres plus précieux. Coimbra jongle en permanence avec les siècles. Ici, une superposition des époques avec la façade du XVIe siècle du monastère de Santa Cruz. Là, plus surprenant, le café qui a trouvé refuge dans la sacristie, un lieu historique. À une quinzaine de kilomètres au sud-ouest de Coimbra, le visiteur croise les ruines du plus grand site romain du Portugal, la cité antique de Coimbra. Si les Romains s'y installèrent à partir du 1er siècle, on estime que ses premiers occupants remontent à l'âge de bronze, soit près de 10 siècles plus tôt. Le site possède d'exceptionnelles mosaïques figuratives, que l'on ne découvrit que très récemment. En s'enfonçant à l'est dans les terres, une barre de granit d'une 60aine de kilomètres de long se dresse soudain. C'est la Serra da Estrela, l'unique chaîne de montagnes du pays, aujourd'hui protégée par un parc national. À la belle saison, c'est le domaine des bergers et de leurs troupeaux de chèvres et de moutons. C'est aussi ici que se transmet jalousement la recette d'un fromage de brebis fameux et recherché, d'appellation Serra da Estrela. Et il y a beaucoup de gens qui font encore ce fromage ici. Et il y a du bon fromage, mais il y a aussi des filous qui imitent. Il faut se méfier des imitations, ce n'est pas la même chose.
Les vallées granitiques comme celle de Zezereux nous mènent vers d'autres paysages surprenants. Ici, plus en hauteur, à Peñas d'Uradache, des maisons sont encastrées dans les blocs de granit. Minéral l'été, le paysage se couvre de neige l'hiver, proposant même plusieurs petites stations de ski aux amateurs. Retour sur la côte atlantique, dans le nord du pays. Au XVe siècle, Aveiro est un port réputé pour ses salines et ses bateaux qui partent au large de Terre-Neuve pêcher la morue. Mais un jour, une gigantesque tempête en décide autrement. Le mur de sable qu'elle soulève bloque désormais tout accès à la mer et oblige Aveiro à se remodeler autour de la lagune. Des barques à fond plat, aux prows recourbées en colle de cygne et recouvertes de peinture naïve, attirent le regard. Ce sont les Molisseroches, avec leurs voiles carrées. Elles sillonnaient autrefois la lagune pour transporter le sel et les personnes. À l'origine, elles servaient surtout pour ramasser les moliches, des algues utilisées dans l'agriculture comme fertilisant que l'on remontait avec de longs râteaux en bois. Mais l'activité lagunaire est en déclin, et ce sont les touristes qui prennent le relais, donnant à la ville des airs de Venise portugaise. En ville, on a gardé l'esprit du siècle dernier, lorsqu'Aveiro a retrouvé sa prospérité. De nombreuses brocantes invitent à replonger dans ces joyeux souvenirs. En sortant de la ville, si l'on remonte vers les plages, c'est le charme suranné de Costa Nova qui nous saisit à son tour, avec sa déclinaison de maisons de plage multicolores qui symbolise aujourd'hui ces plages du Nord. Autour de la Praia da Barra ou des plages de San Jacinto, la côte reste préservée par une immense réserve naturelle qui part de la forêt centenaire dans les terres pour rejoindre les dunes. Le pont d'Eiffel marque l'arrivée à Porto, la dernière grande ville du Nord, qui donna son nom au pays et rivalisa longtemps avec Lisbonne. Au centre-ville, les maisons à encorbellement constituent l'un des rares vestiges du vieux Porto, classé par l'UNESCO en 1996. Autour du marché de Bouillane, les façades n'ont pas bougé depuis un siècle, et l'on se bouscule toujours à La Perola, la mythique épicerie fine. Au marché, les sardines fraîchement pêchées se vendent encore à la criée. Quanto é que é dele? 3, não dá para ficar. Ah, céu, hoje pela minha faço assim, vou fritar com uma saladinha de tomate, já chega. Mais c'est en remontant la vallée du Douro que le voyageur pénètre au cœur des vignobles du pays, qui produisent le légendaire vin de Porto. Aujourd'hui encore, les fûts sont acheminés en ville par bateau ou par train. Le fameux vignoble qui s'étage en terrasse au-dessus du fleuve a jadis fait la fortune des négociants anglais qui tirèrent de ce vin la célèbre liqueur. Mais si ce sont eux qui, au XVIIe siècle, installent les maisons de négoce, ce sont les Romains qui plantent les premières vignes au IIe siècle, reprises bien plus tard par les moines français. Nous sommes ici dans la Quinta do Panachal à Porto Fonseca,
un domaine fondé en 1822 qui reprit la tradition de ce vin des navigateurs au long cours, tant il se conservait bien au fond des cales. Un bon vin de Porto dépend du climat. Il a besoin des extrêmes, un hiver très froid et un été très chaud pour la maturation des raisins. En été, par exemple, il fait très chaud, les températures montent à 40-45 degrés pour élever le niveau de sucre dans les raisins. En s'enfonçant dans les terres au nord de Porto, on entre bientôt dans la région de Minho, où Guimarães revendique l'acte de naissance du Portugal. Car c'est ici que le roi Alphonse Henriques lance en 1110 la reconquête du pays sur les Maures. C'est l'une des plus anciennes cités du pays. Le palais ducal, en partie conçu par des architectes français, était encore résidence présidentielle de Salazar au siècle dernier. Rival historique de Guimarães, Braga est aujourd'hui la 3e ville du pays. Ce qui fascine ici, c'est la quantité impressionnante d'églises et d'édifices religieux que l'on y croise. Un héritage de son histoire très ancienne et d'une tradition de dévotion profondément enracinée. Dernière escale avant la limite septentrionale du pays, Caminha. Cette ancienne place forte contrôlait autrefois l'estuaire du Minho et défendait la frontière nord du pays face aux incessantes ambitions galiciennes. Les enjeux ne sont plus les mêmes et Caminha est aujourd'hui un petit port de pêche qui coule des jours paisibles. Le fleuve qui traverse la ville est aussi 76 km durant la frontière physique qui sépare le Portugal de son voisin hispanique. La vallée qui l'arrose est une formidable réserve agricole du pays. Ici, le visiteur a soudain l'impression d'avoir fait un bond dans l'espace pour atterrir en pleine campagne bretonne. Il n'en est rien, mais le granit et la pierre des maisons prêteraient presque à confusion. C'est entre Pontevedra et Minho que le fleuve se jette dans l'océan. Là, l'estuaire s'ouvre sur des plages tranquilles, où il fait bon savourer la douceur et les lumières d'arrière-saison. Même si la température de l'eau n'invite pas particulièrement à la baignade. Ici, les vents font remonter les courants froids qui longent les côtes septentrionales du Portugal et le Gulf Stream qui a rebondi sur la côte nord du Pays Basque n'assure pas ce bord de mer de sa douceur. L'été pourtant, cet inconvénient devient un véritable avantage. Car contrairement aux plages du sud envahies dès les beaux jours, celles-ci ont le privilège de conserver leur quiétude toute l'année. Changement de décor et d'atmosphère. Direction le centre du pays, à Évora, au cœur de l'Alentejo. Évora est une sorte d'îlot historique, au milieu des plaines arides et désertées de la région. Le plan sinueux de la vieille ville témoigne de son passé médiéval, même si c'est au XVIe siècle que la cité connaît sa splendeur. Le temple de Diane rappelle qu'Évora fut fondé par les Romains. Pour avoir sans doute servi de forteresse au Moyen-Âge, ce monument du IIe siècle est d'ailleurs probablement l'édifice romain le mieux préservé de toute la péninsule ibérique. Le palais des ducs de Cadaval ne dévoile ses richesses qu'une fois à l'intérieur et compte parmi les plus beaux azulejos du Portugal. Si elle fut occupée au XIIe siècle par les Maures, le XIVe marque le début de l'âge d'or.
Évora devient lieu de résidence des avises, puis foyer intellectuel et artistique de premier plan. Jusqu'à ce que l'occupation espagnole, puis l'invasion des troupes napoléoniennes qui pillèrent la ville, ne mettent un terme à ce glorieux destin. La cathédrale de l'Assomption est la plus grande église du pays. Elle est aussi de ces édifices où le sacré côtoyait par nécessité les impératifs de la guerre, comme en témoignent encore ces murs fortifiés. Ici, l'austérité des murs tranche avec l'opulence des marbres. Mais les mégalithes d'Almendrech rappellent que les racines d'Évora sont bien antérieures à l'époque romaine. Ces pierres disposées en fer à cheval, qui servaient probablement à l'astronomie, datent de 7000 ans et sont à ce titre les plus anciennes de toute la péninsule ibérique. Plus à l'est encore, on croise le village d'Araiolos, qui semble dormir l'été tant la chaleur l'enveloppe de sa torpeur. Ce sont les tapis artisanaux comme celui d'Elisabeth qui ont fait la renommée du village. Entièrement cousus à la main, ces pièces rares et précieuses sont commandées de loin et demandent chaque fois plusieurs mois d'un travail exigeant. Une tradition artisanale qui remonte au XIIe siècle et malgré la concurrence des produits importés et manufacturés, ferait vivre encore aujourd'hui la moitié du village. Mais à Araiolos, l'été, il est pourtant un art qui dépasse toute tradition artisanale, l'art de la sieste. Au fur et à mesure que l'on avance vers l'est, dans les plaines de l'Alentejo, la végétation se fait rare, et les hommes aussi. Moncharch est l'un des derniers villages avant la frontière espagnole. Il a été fondé au 8e siècle, à l'arrivée des morts, avant d'être offert aux Templiers pour les remercier de leur aide durant la Reconquête. À l'instar des autres villages de la région, Moncharch se dépeuple et une majorité de personnes âgées y vivent. La retenue de l'immense barrage d'Alcueva constitue le plus grand lac artificiel d'Europe. Il a été construit pour tenter de sauver l'Alentejo de la sécheresse. Le paysage alterne entre oliviers et chênes verts dont on découpe soigneusement l'écorce pour en extraire le liège. Sur les troncs est inscrit le nombre d'années qu'il convient de respecter avant le prochain prélèvement. La récolte a lieu tous les 9 ans, de mai à juin. Le liège deviendra bouchon, bien sûr, mais aussi isolant. On mouille l'écorce pour pouvoir l'extraire, et ensuite c'est avec cette enveloppe que l'on fait tout. Mais quittons ces chaleurs écrasantes pour retrouver la fraîcheur de l'Ouest en pénétrant dans le parc naturel de l'Alentejo, dont Villanova de Milfonch marque l'entrée. Coincé entre l'océan Atlantique et le fleuve Mira, l'emplacement était autrefois stratégique, car il permettait de contrôler l'accès au fleuve et de mettre à l'abri les bateaux. En apparence, la côte est sculptée par les falaises. Mais si l'on pousse un peu plus loin, de longues plages de sable aux eaux claires se cachent derrière les dunes.
Les dunes font elles aussi désormais partie du patrimoine, pour la formidable biodiversité qu'elles abritent et que l'on ne soupçonnait pas jusqu'alors. Ces plages uniques et sauvages ne se dévoilent qu'en remontant les canyons qui découpent la montagne. Un effort récompensé par la découverte de ces lieux magiques et insoupçonnés. Plus au sud, au pied du parc naturel d'Alentejo, s'étend la paroisse civile d'Arifana, la plus importante zone maritime protégée du pays. On aperçoit au loin le cap Saint-Vincent, et plus au nord, les falaises noires et les récifs qui laissent imaginer combien les tempêtes peuvent être sévères ici. En matière de surf, les plages de l'Algarve n'ont rien à envier à leur sœurs du Nord. La houle rentre régulièrement et nombreux sont les amateurs venus de toute l'Europe. Le cap Saint-Vincent, à la pointe de l'Algarve, marque le point méridional ultime de la terre portugaise. C'est ici qu'Henri le Navigateur fit construire une forteresse et créa l'école de Sagres, fameuse école de navigation qui cristallisait les rêves de domination maritime d'un petit pays aux vastes ambitions. Nous sommes maintenant dans le sud du pays, dans l'Algarve, à Lagos, une petite ville située à l'embouchure du Rio Benzafrim qui reçut d'abord la visite des Phéniciens et des Grecs avant l'arrivée des Romains. C'est d'ici que partaient les expéditions d'Henri le Navigateur, auxquelles la cité voue un véritable culte. Entre activités commerciales dans la ville et l'école de navigation à Sagres, c'est à bord de caravelles que l'homme partait à la découverte des côtes africaines. Malgré l'affluence touristique, il fait bon flâner dans la vieille ville devenue piétonne, à l'ombre des fortifications élevées par les morts qui la séparent de la partie moderne. On a du mal à imaginer aujourd'hui que certaines échoppes du centre étaient autrefois occupées par les marchands d'esclaves. Au XVIe siècle, plus de 10% de la population de Lisbonne était composée d'esclaves, ce qui donne la mesure de ce triste commerce. Résidence des gouverneurs d'Algarve, Lagos connaîtra de belles années jusqu'au terrible tremblement de terre de 1755 qui détruisit la plupart de ses édifices. C'est aussi dans la douce lumière du matin que s'apprécie l'Algarve, depuis la petite plage de Dona Ana protégée par les falaises. Faro est la grande ville de la côte sud.
Cette capitale de l'Algarve connut un passé prestigieux, à l'époque où les Arabes en avaient fait un carrefour de la péninsule ibérique, ou quand les Harounes l'élirent capitale de leur principauté. Comme beaucoup des villes de l'Algarve, Faro va subir plusieurs tremblements de terre destructeurs. Avant de devenir une destination touristique prisée pour rejoindre les plages de l'Algarve, Faro avait développé une importante industrie de la pêche. Pour ceux qui n'hésitent pas à poursuivre leur route vers l'est en direction de l'Espagne, la pression urbaine laisse peu à peu la place au parc naturel de Ria Formosa, dont la lagune n'a rien à envier à celle des mers du Sud. Le parc naturel créé en 1987 marque sur plus de 50 km du littoral la ferme volonté de préserver cet écosystème d'exception de la fièvre immobilière. Car ces zones humides de premier plan sont de hauts lieux de nidification et le foyer de nombreuses espèces. L'Algarve est une terre de tradition agricole, mais avec le temps, de nombreuses fermes ont été fermées ou abandonnées. Certaines de ces quintas, pourtant, connaissent de belles reconversions, comme la quinta de Lua, transformée en hôtel. Ici, c'est une zone agricole, essentiellement agricole et protégée. Il y a des orangers, des oliviers, des caroubiers et des amandiers. Dernière halte avant la frontière espagnole méridionale, Tavira. Si elle fut longtemps la ville la plus peuplée d'Algarve, elle est surtout la plus méditerranéenne des cités portugaises, avec ses nombreux édifices religieux et ses demeures singulières. Une influence longtemps nourrie des activités de pêche et de commerce avec la Méditerranée, qui firent la force de cette cité sous domination romaine dès le 1er siècle. Chaque matin, la ville se réveille au son des bateaux de pêche qui vont et viennent le long des quais du Rio Gilao livrer le poisson à la coopérative de la ville. La ville a bien failli perdre toute activité maritime avec l'ensablement de la rivière et les différents séismes. C'est à la pêche au thon et à l'industrie de la conserverie qu'elle doit son renouveau au XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est un tourisme mesuré qui assure principalement ses ressources. Conséquence de la chute des ressources halieutiques le long des côtes, le Portugal a diminué sa flotte de pêche de 40% et son volume de capture de 55%. Désormais, les prises sont plus modestes, mais elles couvrent toujours les besoins des restaurateurs et des marchés de la ville. On semble être revenu à une pêche plus raisonnée et plus artisanale. Même si le poisson reste un ingrédient de base dans la composition des plats, les Portugais ayant de plus en plus recours à l'importation. Dernier coup d'œil, avant de quitter la ville, aux marais salants qui produisent la fleur de sel. Une récolte toujours artisanale qui exige beaucoup de patience puisqu'on ne prélève très délicatement que les fins cristaux qui flottent à la surface. Ce condiment d'exception sera ensuite séché 24 heures, puis emballé et expédié. Une appellation contrôlée qui fait la renommée de l'exploitation et se transmet de père en fils depuis des générations.
Le sel plus ordinaire se récolte par évaporation naturelle, fin septembre en général. Ici s'achève ce voyage. Sur ces rivages ancestraux qui virent partir les plus grands explorateurs et offrent désormais aux visiteurs une halte paisible. Sur cette terre de culture et de nature, de contraste et de douceur de vivre, que malgré ses désirs d'ailleurs, Henri le navigateur ne renierait pas aujourd'hui.